Bonjour à tous, merci d'être là. Ça fait plaisir d'être en France, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait un talk en France. Alors vous me pardonnerez si faire un talk en français, c'est redevenu un petit peu difficile, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc dans cette session, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez AWS en termes de conception de hardware spécifique. On a démarré l'existence de AWS avec un certain nombre de technos qui étaient présentes sur le marché. Et puis au fur et à mesure de notre croissance et de notre évolution, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire, des choses qu'on ne pouvait pas trouver sur le marché et qu'on a décidé de faire nous-mêmes parce qu'elles correspondaient à l'échelle à laquelle on opérait, parce que ça nous permettait d'écouter un petit peu ce que vous aviez à nous dire et d'en tenir compte pour développer du nouveau matériel. Et je vais essayer de vous balayer un petit peu la fresque historique de d'où on est parti, ce qu'on a fait au fur et à mesure, et dans un certain nombre de cas, à l'époque où on l'a fait, on ne vous l'a pas beaucoup raconté, et ça ne se voyait pas vraiment. Et puis, où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui, et je prendrai le cas d'usage de Graviton pour voir comment on peut bénéficier de ces hardwares spécifiques pour faire des choses qui, au final, il n'y a jamais que 2 raisons pour faire du hardware spécifique: aller plus vite et le faire moins cher. Alors, qui est-ce que je suis ? Je suis Arthur Petitpierre, je suis Principal SA chez AWS. Je suis venu en 2016 à Paris, j'étais livreur de Snowball à l'époque. En 2019, ils ont décidé de m'embaucher comme rameur pour Graviton. Et bon, blague à part, je suis aussi spécialiste SA pour Graviton maintenant, avec une couverture monde. Et donc je m'occupe d'accompagner les clients dans leur migration vers les processeurs Graviton et de façon un petit peu plus large dans toutes les spécificités qui tournent de EC2, à la fois au niveau software et dans les adaptations avec un certain nombre de particularités hardware de nos plateformes. Alors j'aurais pu vous faire une présentation extrêmement marketing et de vous dire qu'on innovait énormément au niveau du silicium, blablabla, etc. Bon, on ne va pas faire ça. Et encore moins à 4h30 le soir. Si vous êtes venu pour voir une présentation marketing et vous ennuyer, ça ne sera pas ça. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte que ça ne soit pas ça. Donc à la place, on va faire un cours d'histoire. Alors ça commence avec le... Non, ça ne commence pas avec le boulier. Ça commence il y a longtemps, en fait. Ça commence avant AWS. Vous n'avez pas forcément l'image, ou en tout cas peut-être que vous l'avez maintenant, mais il y a quelques années, vous ne l'aviez pas, d'Amazon comme une entreprise qui fasse de la conception de hardware. Et pourtant, en 2004, on a lancé à Palo Alto un lab qui s'est appelé peu après Lab 126. Je suis désolé, j'ai l'habitude de Lab 126. Qui s'est mis à réfléchir à comment on pourrait développer du hardware pour accompagner notre librairie en ligne. Et c'est des travaux de Lab 126 qu'a découlé le Kindle, qu'on a vendu quelques années plus tard. Et pour la petite anecdote, une des technologies cœur du Kindle est une technologie française. On a racheté une start-up qui avait une technologie d'écran qui permettent de développer des liseuses. C'était tout nouveau à l'époque. Et l'équipe qui développait le Kindle et qu'on a racheté est toujours chez AWS, une équipe extrêmement brillante. Ils sont basés à Clichy et aujourd'hui, ils font un autre truc rigolo. Ils font du développement de contrôle aérien pour flotte de drones. On fait des choses étonnantes chez AWS. Une deuxième acquisition dont probablement également à l'époque vous n'avez pas entendu parler, c'est l'acquisition qu'on a faite de Annapurna Labs. Annapurna Labs, c'est une société américano-israélienne, donc avec une partie des bureaux à Tel Aviv, une partie des bureaux aux États-Unis, qui développait des processeurs spécifiques pour un certain nombre d'applications du type embarqué. On en a retrouvé dans, de mémoire, les QNAP, quelques devices qui faisaient du stockage, d'autres devices embarqués. Ils ont également produit des accélérateurs pour un certain nombre de marchés. Et la raison pour laquelle on a fait appel à eux, un peu avant 2015 d'ailleurs,
c'est qu'à l'époque, on travaillait sur trouver une méthodologie qui nous permette d'améliorer les communications réseau de nos instances. Et pour ceux d'entre vous qui utilisaient à cette époque-là les instances C3, vous devez vous souvenir que sur C3, on a amené ce qu'on a appelé Enhanced Network. Et avec C3, tout d'un coup, on a produit des performances en termes de latence réseau qui étaient bien supérieures à la génération précédente, et on a fortement réduit les perturbations et les variances de latence sur le réseau. Et la raison pour laquelle on a réduit ces performances, on a amélioré ces performances sur le réseau, à l'époque, on n'en a pas parlé, mais c'est parce que derrière les machines, on avait mis un petit boîtier produit par Annapurna Labs qui faisait automatiquement la conversion entre le type de paquet réseau qui sortait directement des instances et le type de paquet réseau que l'on transmettait sur nos réseaux AWS. Et bien sûr, cet aspect-là, à cette époque-là, se passait sans que vous le sachiez. On a tellement bien travaillé avec eux et on a tellement aimé ce qu'ils ont apporté en termes de technologie dans nos équipes qu'on les a rachetés en 2015 et qu'on a continué à utiliser le hardware spécifique qu'ils étaient capables de nous apporter pour implémenter d'autres éléments. Alors un second élément en termes de hardware spécifique qu'on a divulgué en 2016, pour ceux d'entre vous qui ont assisté soit à Las Vegas, soit à distance depuis la France à re:Invent en 2016, vous vous souvenez peut-être du talk qu'a fait James Hamilton et dans lequel il a divulgué un grand nombre de choses dont on n'avait jamais parlé jusque-là autour de la façon dont on implémente chez AWS notre cœur de réseau. On utilise un cœur de réseau qu'on a développé chez AWS. On utilise un protocole réseau et une encapsulation réseau qui nous est parfaitement spécifique. Le type de paquet qui transite sur un VPC, vous le retrouverez nulle part ailleurs. Et puis, c'est resté un protocole propriétaire que l'on n'expose pas. Vous voyez des paquets qui ressemblent à des trames Ethernet et de l'encapsulation et de l'IP par-dessus. Mais derrière, dans notre cœur de réseau, on utilise des paquets qui sont spécifiques à VPC. Et on a développé du hardware qui soit capable de router ce trafic spécifique. La problématique et la raison pour laquelle on a développé du hardware pour traiter ce type de choses, c'est parce que jusque-là, on utilisait des cœurs de réseau qui nous venaient des standards de l'industrie. Mais à l'échelle à laquelle on a commencé à opérer, nos partenaires industriels étaient plus capables de débugger à l'échelle à laquelle on travaillait à AWS. Et on a eu notamment un incident réseau qui nous a pris un certain temps à débugger avec nos partenaires. Et on s'est dit, peut-être qu'à ce stade-là, vu que personne n'opère à notre échelle, il faut qu'on ait la maîtrise complète de notre pile réseau. Et à partir de là, on a commencé à développer à la fois nos protocoles et le matériel pour router ces protocoles-là. 2017, on a révélé l'existence, avec les instances C5, de notre nouveau système de virtualisation. On a appelé ça Nitro. Et il y a une excellente vidéo que ceux qui sont intéressés, je vous invite à la regarder. Elle est toujours d'actualité, de Anthony Ligori, dans lequel on vous explique comment on a remplacé notre ancien hypervisor qui était basé sur Zen par un hyperviseur extrêmement léger basé sur KVM et derrière lequel, au lieu de disposer de ce qu'on appelle un Software Device Model, où on vient fabriquer en software des périphériques que l'on vient ensuite présenter aux différentes machines virtuelles, avec l'hyperviseur Nitro, on a ce qu'on appelle des dongles, donc des petites cartes avec un processeur dessus et un operating system dessus, qui viennent émuler sur le bus PCI Express des machines de fausses cartes qui ressemblent à des cartes matérielles. Donc on émule sur le bus PCI Express des interfaces réseau, des disques locaux, et l'hyperviseur devient une fine couche qui se charge simplement d'exposer aux machines virtuelles les devices qui lui sont présentés sur le bus PCI Express. La conséquence de ce design-là, c'est qu'on n'a plus besoin de réserver pour l'hyperviseur des cœurs
du processeur de la machine hôte. Et un des composants les plus chers quand on fabrique un serveur, c'est le processeur. Et sur les machines telles que le C4 qu'on avait avant le C5, on réservait par exemple 4 cœurs sur la machine pour faire fonctionner l'hyperviseur. Parce que l'hyperviseur avait à présenter des devices artificiels, faire du monitoring, remonter toutes les informations au control plane, faire l'ensemble des opérations de filtrage réseau. Sur les machines C5, l'hyperviseur, il ne fait plus tout ça. Parce qu'on a tout sorti ces fonctionnalités sur les cartes qui sont à l'extérieur et qui sont branchées sur le bus PCI Express. Et la conséquence en termes de ce qu'on est capable de mettre à disposition des clients, c'est qu'il y a 4 cœurs de plus qui ne sont plus des cœurs utilisés par AWS, mais qui sont des cœurs qu'on peut directement vous mettre à disposition. Donc on a une densité de VM sur ces machines-là qui est plus importante, et donc on peut baisser nos coûts sur ces machines et vous amener des machines qui sont à la fois plus performantes et moins chères. Un des autres aspects en termes de performance, c'est qu'à partir du moment où le modèle d'accès au périphérique n'est plus fait en software, eh bien on est également plus performant. Et quand la machine virtuelle vient accéder au périphérique, on n'a plus de changement de contexte où on a à passer par l'hyperviseur et on commence à avoir des machines virtuelles qui ont les mêmes performances que du bare metal. Dernier petit point sur l'intérêt de cet hyperviseur. En plus d'avoir des performances intéressantes pour les VM, on se retrouve avec la capacité de pouvoir enlever la couche d'hyperviseur. Parce que comme tout le control plane devient implémenté sur les cartes qui sont à l'extérieur, le control plane, mais également le filtrage réseau, l'accès au disque, on devient capable d'implémenter des instances bare metal et donc d'avoir directement le système d'exploitation de nos clients qui peut tourner sur la machine sans aucune couche de virtualisation. Et ça a un certain nombre d'intérêts. Ça a l'intérêt, par exemple, si vous souhaitez exploiter votre propre hyperviseur, soit pour des besoins de développement ou pour des besoins de sécurité particuliers, vous avez la possibilité de le faire. De la même manière, si vous avez besoin de faire du profiling qui nécessiterait d'avoir accès à l'ensemble des compteurs hardware, sur une instance bare metal, vous pouvez le faire. La seule mauvaise raison d'utiliser une instance bare metal, c'est si vous pensez pouvoir avoir plus de performance grâce à l'utilisation d'une instance bare metal. Si vous vous amusez à faire des benchmarks entre une instance virtualisée et une instance bare metal, vous allez vous apercevoir qu'on est dans l'épaisseur du trait, on est en dessous des 1%. 2019, on a annoncé un nouveau petit élément. On a discrètement annoncé, en plus du fait que l'on introduisait des instances avec une bande passante à 100 gigabits, on a annoncé qu'entre les instances à 100 gigabits, on avait la capacité de chiffrer en ligne l'ensemble du trafic transmis par ces instances. Alors, ça ne veut pas dire chiffrer entre toutes les instances EC2, ça voulait dire à l'époque chiffrer entre toutes les instances disposant de cet interconnect à 100 gigabits, sans aucun impact sur les performances. Et comment on fait ça ? C'est très simple, en fait, on fait le chiffrement directement sur les cartes qui sont placées sur le bus PCI Express, sur lesquelles on a développé un ASIC qui est capable de chiffrer à la volée l'ensemble du trafic produit par l'instance. Alors depuis, on a un petit peu avancé sur ce sujet-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, le chiffrement réseau entre instances est disponible sur une grande majorité des instances de 6e génération et sera disponible sur l'ensemble des instances de 7e génération. Donc si vous avez une réglementation qui vous oblige à chiffrer l'ensemble du trafic, et je vous invite à le faire parce que c'est extrêmement important, à chiffrer l'ensemble du trafic entre vos instances, à partir d'un certain nombre d'instances de 6e génération et l'ensemble des 7e générations, ça sera fait automatiquement sans que vous ayez rien à rajouter et sans aucune perte de performance. 2018, on revient un petit peu dans le passé, nous avons annoncé notre premier processeur Graviton, le premier processeur qu'AWS a conçu en interne et le premier processeur dans le cloud à utiliser l'architecture ARM64. Alors le processeur qui était présent dans les instances A1, ce n'était pas une révolution, ce n'était pas une bête de performance, vous en avez peut-être jamais entendu parler. La raison pour laquelle on l'a mis sur le marché, ce n'était pas tant pour révolutionner le marché que pour donner une opportunité
à un ensemble de projets open source avec lesquels on collaborait et à un ensemble de partenaires la possibilité de commencer à migrer leurs applications vers l'architecture ARM64 et préparer l'annonce qu'on s'apprêtait à faire l'année suivante avec le Graviton 2. Et le Graviton 2 que l'on a annoncé en 2019 était notre première version de processeur ARM64 à être réellement capable de concurrencer les processeurs Intel et les processeurs AMD. Et les deux objectifs majeurs qui nous occupaient en concevant Graviton 2, ils étaient extrêmement simples, faire quelque chose de plus performant et faire quelque chose de moins cher. Alors des fois, j'ai des clients qui me demandent, mais l'architecture ARM64, c'est fantastique, c'est bien que vous ayez fait ça. Pas du tout. On l'a fait parce que c'était le moyen technologique qui nous permettait de vous amener des instances moins chères et plus performantes. Le fait que ce soit une architecture différente, si on avait pu vous produire des processeurs d'architecture x86 avec les gains de performance et de prix que l'on a fait avec Graviton, on l'aurait fait. Ça ne fait que compliquer la vie de nos clients d'avoir à faire une transition d'architecture. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la présentation, c'est pas si compliqué, mais c'est un obstacle et une friction, et on n'aime pas faire des obstacles et de la friction. Mais il se trouve que c'était la technologie dont on avait besoin pour pouvoir produire des instances plus rapides et moins chères. re:Invent 2021, on a annoncé Graviton 3. Graviton 3 est en preview aujourd'hui. On continue d'améliorer la performance de ces processeurs en amenant toujours une réduction de prix par rapport à ses équivalents Intel et AMD. Et vous pouvez imaginer qu'on ne s'arrêtera pas là. Quand on a sorti Graviton 2, un très grand nombre des conversations que j'avais avec nos clients, c'était mais vous êtes sérieux là avec vos procs ARM64 faut qu'on vous croie parce qu'on va tout migrer et il y aura une génération après. Avec Graviton 3, je commence à avoir ces questions de moins en moins et vous pouvez commencer à penser que oui, il y aura une génération 4, probablement une génération 5 et on ne va pas s'arrêter demain. Une fois qu'on a fait le travail sur les processeurs general purpose, il y a d'autres aspects dans le calcul intensif et les applications qui ont des besoins de calcul extrêmement gourmands dans le cloud. Et donc, deux autres use cases auxquels on s'est attaqué, c'est la partie inférence et la partie training de l'intelligence artificielle. Et donc, on a commencé en 2018 par produire une puce appelée Inferentia, dont le but est de traiter les cas relevant de l'inférence. Et ensuite, en 2021, on a annoncé, elle est encore en preview, des instances Trainium, dont le but est de faire de l'entraînement de modèles. Dans les deux cas, on a conçu les puces qui sont présentes dans ces machines. Et pour limiter au maximum les opérations de changement de code dans l'adoption de ces systèmes-là, plutôt que de vous demander de réécrire des modèles, plutôt que de vous demander d'adopter de nouveaux langages pour adopter ces systèmes-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de venir s'insérer dans les frameworks d'intelligence artificielle, de manière à ce que vous puissiez continuer à utiliser des choses comme TensorFlow en front-end de ces machines-là. Et c'est ce qu'on continuera à faire à chaque fois qu'on introduira des accélérateurs. Si on peut minimiser le niveau de friction et vous mettre à disposition des instances qui vous permettent d'aller plus vite et moins cher, sans pour autant avoir à reconcevoir l'ensemble de vos applications, c'est ce qu'on essaiera systématiquement de faire. Alors pourquoi ? C'est ce que je vous dis depuis le début. Produire du hardware spécifique pour le plaisir de produire du hardware spécifique, ça n'a absolument aucun intérêt. Simplement, à l'échelle à laquelle on opère, on commence à avoir la capacité à produire ces composants spécifiques qui vont plus vite et qui sont moins chers. Alors on va prendre un cas d'usage qui est celui de Graviton. Peut-être que l'année prochaine, je viendrai faire le cas d'usage de Inferentia ou de Trainium. Graviton, on commence à avoir une gamme de serveurs à base de processeurs Graviton qui est assez large. On couvre maintenant les classes C, M, N, R, la partie General Purpose. On a également produit les T4G, qui sont des instances à base de processeurs Graviton burstable, donc qui ont la capacité d'utiliser plus ou moins de ressources. On a également produit des instances de stockage.
Et une des dernières instances que l'on a introduites est le G5G, qui est une instance avec des processeurs Graviton et des GPU NVIDIA T4G. Les instances Graviton, elles utilisent la même architecture au sens architecture du serveur que l'ensemble de nos gammes de serveurs. Et dans un serveur AWS, on a tout au milieu le processeur. Et dans le cadre des instances Graviton, c'est un processeur Graviton avec une architecture ARM64. On utilise une autre puce spécifique, la puce Nitro Security, qui est une puce qui est placée sur la carte mère et qui vient protéger l'ensemble des composants qui disposent d'un firmware et que donc on peut mettre à jour pendant la vie de la machine. Et cette puce, dans la plupart des cartes mères, quand vous mettez à jour les microcodes, vous venez le faire sans aucune protection. Vous le faites depuis un niveau privilégié du système d'exploitation, mais quiconque qui arriverait à accéder à ce niveau privilégié peut mettre à jour les microcodes. Sur nos instances, ce n'est pas le cas. Ce serait un risque de sécurité qu'on ne pourrait pas se permettre. Et donc, on a cette puce de sécurité qui vient s'insérer sur le canal entre les composants qui sont possibles de mettre à jour et les niveaux privilégiés d'exécution, et qui vient les protéger avec une API cryptographique. Et donc, pour mettre à jour les firmware sur nos instances, il faut disposer d'une clé qui permet d'aller mettre à jour ces composants. Dans l'architecture, on a également les dongles dont je vous parlais tout à l'heure, ces petites cartes qui sont placées à l'arrière de la machine. On ne détaille pas les composants qui sont présents sur ces cartes, mais il se trouve que sur ces cartes se trouvent aussi des processeurs ARM64. Et en fait, le processeur qui était présent dans les instances A1 que l'on a annoncé en 2018, dont je vous parlais tout à l'heure, et bien en fait, ce processeur, c'était une réutilisation d'un processeur qu'on utilisait déjà sur des cartes Nitro. Et donc, ça nous a été relativement simple de produire un serveur en réutilisant ce design-là, et c'est pour ça que ce n'était pas un processeur extrêmement performant, mais simplement un processeur que l'on destinait à préparer un certain nombre d'applications à être exécutées sur ARM64. Donc on dispose également de ces cartes. Et enfin, la dernière couche, c'est la couche logicielle qui vient réunir ces différents composants hardware, l'hyperviseur Nitro, qui nous permet de produire des VM avec des performances qui sont proches du bare metal. Un petit mot sur les économies d'énergie liées au processeur Graviton. Les benchmarks qu'on a fait pour comparer des instances à base de processeurs Intel et des instances à base de processeurs Graviton 2, donc celui que je vous expose ici, il a été fait sur des instances respectivement R5 à processeur Intel et R6G à processeur Graviton. Et pour un workload donné particulièrement consommateur en énergie, on est jusqu'à 3,5 fois plus efficace au niveau du processeur seulement. Je ne prends pas en compte l'ensemble du serveur dans le calcul, mais au niveau du processeur, on est jusqu'à 3,5 fois plus efficace avec un processeur Graviton qu'avec des processeurs Intel. Ce qui signifie qu'on a la capacité de réduire forcément la consommation électrique de nos data centers, et ça a deux effets. Le premier, c'est qu'on réduit le coût des instances, donc vous payez moins cher quand vous les utilisez. Et l'autre aspect, c'est un aspect environnemental. Si on consomme moins d'énergie, on est plus green. Le Graviton 3, qui est en preview actuellement, alors on diffuse une information qui est légèrement différente. Il est à l'échelle du serveur. Donc quand on prend l'ensemble des composants qui sont présents sur le serveur, sur un serveur, il y a plus que le processeur en termes de composants qui consomment beaucoup d'énergie. Il y a également les barrettes mémoire, il y a également les voltage regulators, il y a les disques, il y a le réseau. Si on prend l'ensemble du serveur, un serveur à base de Graviton 3, pour une performance donnée, il est jusqu'à 60% plus efficace qu'un serveur à base de processeur Intel. Et dans les aspects, si vous êtes intéressé par les aspects consommation électrique et les impacts environnementaux de vos workloads, je vous invite à regarder le nouveau pilier efficacité énergétique du Well Architected Framework, qui vous donne un certain nombre de pistes pour optimiser l'efficacité énergétique de vos travaux sur AWS. Graviton 3, qui est la troisième génération de processeurs Graviton, les points sur lesquels on s'est concentré, c'est améliorer la performance. Notre
Notre prétention marketing sur Graviton 2, c'était de dire que Graviton 2 est jusqu'à 40% meilleur en termes de rapport prix-performance. Ce rapport prix-performance, il vient de deux choses. Les instances à base de processeurs Graviton 2 sont 20% moins chères que les instances à base de processeurs Intel. Et sur la plupart des workloads, elles sont quelque part entre 20 à 40% plus rapides. C'est un petit peu compliqué de caractériser la performance d'un processeur et de le réduire à une valeur. En fonction des cas d'usage, en fonction des caractéristiques d'une application, en fonction des niveaux d'optimisation pour un processeur donné, d'un certain nombre de librairies ou de composants, la performance, elle va varier. Et donc vous allez avoir des cas où une application va se comporter exactement de la même manière en termes de performance entre un processeur Intel et un processeur Graviton 2. Et puis, on va avoir des cas extrêmement favorables. Je pense par exemple à KeyDB, qui est une base de données en mémoire, qui est 60% plus rapide sur Graviton que sur un processeur Intel Skylake. Donc, il y a une certaine variabilité. Et si vous êtes intéressé par faire des tests sur Graviton, plus que de regarder des benchmarks qui ne sont pas forcément représentatifs de vos applications, ce que je vous invite à faire, c'est de tester vos workloads. Les éléments que vous allez apprendre en testant avec vos workloads seront de bien meilleurs indices du comportement que de s'appuyer sur des benchmarks qui finalement sont extrêmement rarement représentatifs de vos applications. Je pourrais vous faire une présentation des benchmarks spec CPU et vous dire spec CPU en calcul entier c'est 25% meilleur sur Graviton, en calcul flottant c'est 30% meilleur. Et la réalité de votre workload, c'est peut-être que non, le gain n'est pas là. Alors, je pourrais certainement vous l'expliquer, on pourrait profiler l'application et comprendre pourquoi, mais ça serait un cas où le benchmark n'est pas du tout révélateur. Et puis dans d'autres cas, ça se passera beaucoup mieux et vos workloads se comporteront extrêmement bien. Donc, si vraiment j'ai un conseil à vous donner quand vous faites vos choix d'instances, c'est tester avec vos workloads plutôt que de vous appuyer sur des benchmarks. En termes des performances qu'on a pu mesurer avec des cas d'application réels, le Graviton 3, on estime qu'on est à peu près, en moyenne, autour de 25% plus rapide qu'un processeur Graviton 2. Quand on commence à utiliser des parties spécifiques du processeur, telles que par exemple la capacité à vectoriser des instructions de calcul flottant, on a doublé la taille des unités vectorielles sur Graviton 3 par rapport à Graviton 2. Et par exemple, dans ce cas-là, on est jusqu'à 2 fois plus rapide. Pour des modèles d'intelligence artificielle, on a introduit un nouveau type de données élémentaires, les bfloat 16, sur Graviton 3, et ça permet de réduire la taille des modèles. Et quand on couple cette réduction de la taille des modèles en mémoire avec une mémoire qui est également plus rapide parce qu'on utilise de la DDR5 sur Graviton 3, ainsi que des unités vectorielles plus grosses, on se retrouve avec des cas où on est jusqu'à 3 fois et demi plus rapide sur Graviton 3 que sur Graviton 2. Alors ça tombe bien, on était un peu plus lent que des processeurs Intel sur Graviton 2, et maintenant sur Graviton 3, on est capable d'être significativement plus rapide pour faire de l'inférence ou pour faire du training sur Graviton 3 que sur des processeurs Intel. Juste avant de passer à la suite, ces instances-là, elles sont disponibles en preview. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous enregistrer sur la preview. Si vous avez une account team, dites-leur que vous êtes intéressé. Ils feront accélérer le processus de rentrer dans la preview. Et elles seront disponibles pour l'ensemble de nos clients un petit peu plus tard dans l'année. Si je résume, et ça fera au moins 3 fois que je vous l'aurai résumé de la même manière, l'utilisation de Graviton 2, la principale raison, c'est d'exécuter vos workloads de manière plus rapide et moins chère. Et cet aspect plus rapide et moins cher, il est lié à un coût réduit de 20% et des performances plus importantes. On a également introduit un certain nombre de services managés basés sur Graviton, parce qu'on ne se contente pas d'exposer ces instances-là sous forme d'instances EC2, on commence également à les introduire dans l'ensemble des services que l'on opère. Parmi les premiers, il y a eu RDS, donc vous pouvez maintenant utiliser RDS dans ses différentes versions sur base de processeurs Graviton.
Les prix sont un peu moins élevés, les performances sont un petit peu supérieures. On a introduit Elasticache, que ce soit pour Redis ou pour Memcache. On a MemoryDB, et c'est un cas intéressant, c'est un service qu'on a introduit en premier sur Graviton. On a également ajouté Amazon Neptune, et puis plus récemment, on a ajouté Lambda, Fargate, Elastic Beanstalk, et évidemment, on ne s'arrêtera pas là, et de plus en plus, nos services managés seront disponibles sur Graviton, voire à un moment donné, seront peut-être disponibles uniquement sur Graviton. Et dans certains cas, vous ne le voyez pas forcément, mais on a un grand nombre de services dont finalement, on n'expose pas l'architecture. J'ai parfois des clients qui me disent, mais je vais migrer ma base de données d'un serveur à base de processeur Intel à un serveur à base de processeur Graviton. Ça a un impact fort. Ah non, ça n'a pas un impact fort parce que votre API avec la base de données, elle ne change pas, elle reste la même. L'architecture du processeur qui est derrière, si on ne vous le disait pas, vous ne seriez pas au courant. Est-ce que vous connaissez l'architecture des processeurs qui exécutent DynamoDB? Ou l'architecture des processeurs qui sont utilisés pour nos load balancers? C'est pas visible, il n'y a pas de raison. Et aujourd'hui, peut-être que ça tourne sur Graviton, ou pas. En fait, j'en sais pas. Dans le futur, j'imagine que oui, mais il y a un certain nombre de services pour lesquels on ne l'expose pas, et dans la réalité, même en étant architecte Graviton, je ne suis pas au courant. La question que vous avez peut-être, c'est OK, il vient de parler là pendant un certain temps de à quel point c'est fantastique, c'est meilleur, mais quand même, dans mon cas d'usage, changer d'architecture du processeur, ça a quel impact? Alors, il y a un premier cas qui est très simple. Si vous voulez utiliser des processeurs Graviton pour profiter de ces coûts plus bas et de cette meilleure performance, le cas le plus simple, c'est d'utiliser les services managés. Parce que migrer une base de données sur les instances à base de Graviton, la seule chose que vous avez à faire, alors certes, elle est pénible parfois, c'est utiliser une version minimum du moteur sous-jacent. Donc par exemple, MySQL sur Graviton, on ne l'a porté qu'à partir de la version 8. Si vous tournez avec un MySQL 5.7, eh ben, ça n'est pas disponible sur les instances Graviton, et ça ne le sera pas. On ne fera pas de portage sur des versions antérieures. Ça nécessiterait trop de modifications et dans un certain nombre de cas, les gains en termes de performance ne seraient pas là. Donc oui, vous avez à revalider éventuellement votre application sur ces versions plus récentes de moteurs de base de données, mais à part cet aspect-là, il n'y a rien à changer dans le code des applications. Et si vous êtes déjà sur ces versions récentes, bah, vous pouvez migrer à la volée, vous pouvez ajouter un serveur RDS sur architecture Graviton dans un cluster existant, transférer le serveur principal vers un serveur Graviton et éteindre petit à petit les instances à base de processeurs Intel pour transformer l'architecture sur cela. Un deuxième cas qui est relativement facile, EMR. La plupart des cas, quand vous utilisez EMR, vous utilisez des codes qui sont écrits en Java, et Java est un langage portable, et donc le fait d'utiliser une autre architecture de processeur, on a une couche d'abstraction qui est la JVM, qui permet de réutiliser exactement le même binaire pour l'exécuter sur le nouvel environnement. Alors il y a quelques cas de détail, par exemple si votre application utilise des extensions à Java qui sont écrites dans des langages de bas niveau, tels que C ou C++, ces extensions-là, vous aurez besoin de les recompiler, si c'est vous qui les produisez, ou en général, si elles viennent d'une librairie que vous ajoutez à votre application, il y a de très très fortes chances que la dernière version de cette librairie inclut ces modèles compilés également pour ARM64. Un cas toujours relativement facile, mais qui est dans certains cas un petit peu plus complexe, c'est Lambda. Lambda est maintenant disponible sur architecture ARM64 et sur Graviton 2. En général, ça fonctionne sans aucune modification, sauf si vous utilisez des langages compilés. Par exemple, si vous utilisez Lambda avec le langage Go, le langage Go est compilé vers du code natif, et dans ce cas-là, vous serez obligé de régénérer vos fonctions Lambda en ciblant l'architecture ARM64. C'est extrêmement simple, le compilateur Go intègre un cross-compilateur, donc il est capable, en changeant un paramètre, de vous générer une cible ARM64 plutôt qu'une cible x86.
Les applications qui tournent sous Linux et qui sont écrites dans des langages de haut niveau sont en général assez simples à exécuter. Évidemment, il faut changer le système d'exploitation, parce que Linux est présent en version soit x86, soit ARM64. Donc il faut que vous changiez d'AMI et que vous utilisiez l'AMI pour la bonne architecture. Mais par contre, les applications écrites dans les langages de haut niveau, la portabilité se fait au travers de leur interpréteur ou de leur machine virtuelle, telle que la machine virtuelle Java, ou je ne sais pas, dans le cas d'une application Python, au travers de l'interpréteur Python. Et donc, il suffit de réinstaller l'application et elle va s'exécuter de manière exactement similaire. Alors évidemment, je vous invite à tester, à vérifier que tout se comporte bien avant d'utiliser ce genre de choses en production. Mais dans la très très grande majorité des cas, c'est extrêmement simple. Un petit peu plus d'effort dans les cas où vous utilisez Linux, mais cette fois avec des langages compilés. Et il n'est pas rare que je rencontre des clients qui me disent « Oh là là, mais alors moi, j'ai du C, du C++, j'ai même un bout de Fortran, ça va être une catastrophe d'arriver à migrer tout ça. » Et en général, les gens qui viennent vers moi et qui me parlent de ces cas d'usage un peu difficiles, ils ont en mémoire des vieilles migrations. Par exemple, si certains d'entre vous ont fait des migrations d'AX sur PowerPC vers Linux x86. Je ne sais pas si vous en avez fait, j'en ai fait quelques-unes. C'était pas toujours drôle. Et la raison pour laquelle c'était pas toujours drôle, c'était parce qu'à la fois on changeait de deux architectures de processeurs avec des caractéristiques très différentes, et en même temps on changeait toutes les primitives des systèmes d'exploitation. Quand vous passez de Linux x86 à Linux ARM64, déjà le système d'exploitation il change pas, donc votre application en général ça reste exactement similaire dans ses interfaces avec le système. Et au niveau de l'architecture elle-même, à moins que vous ayez écrit des bouts d'assembleur, et en général quand vous l'avez fait, vous savez aussi le faire pour une autre architektur, ou en tout cas vous êtes capable de l'apprendre très vite, ou si vous appelez des fonctions intrinsèques, qui est quasiment la même chose que d'écrire de l'assembleur, à moins que vous ayez fait ces deux aspects-là, en termes de différence élémentaire pour les langages de bas niveau, il y a en C le fait qu'un char est unsigned d'un côté et signé de l'autre. Et ça, des gens qui s'amusent à utiliser des chars pour stocker des entiers, il y en a de moins en moins. Et quand vous le faites, vous avez beaucoup intérêt à ne pas le faire. Et si vous trouvez des bugs, je ne vais pas vous dire que c'est bien fait pour vous, mais la migration vous aura donné l'occasion de vous en débarrasser. Ceci étant, je pense que depuis qu'on a commencé l'accompagnement de nos clients dans ces migrations, j'ai rencontré un client qui est tombé dans ce cas-là, et il le savait avant d'y tomber. C'était un client qui avait un moteur de base de données, ils avaient joué à faire cette optimisation-là, et ils savaient qu'il faudrait qu'ils le changent au moment du changement d'architecture. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu les différences entre les architectures, on a sur ARM64 un modèle de consistance mémoire qui est dit relaxé par rapport à celui des processeurs Intel. C'est-à-dire que sur un processeur ARM64, le processeur se donne le droit de réordonner des instructions d'accès en mémoire. Et souvent, les gens qui font de la programmation un petit peu bas niveau sont relativement inquiets sur « oulala, je change ce modèle d'accès à la mémoire, qu'est-ce qui va se passer ?» Sur les quelques milliers de clients avec lesquels j'ai interagi jusque-là, j'ai eu 2 cas de clients qui ont eu des ennuis liés à cette différence de modèle mémoire. Et dans les 2 cas, comme le client, d'ailleurs le client qui a eu des problèmes avec les chars, il a eu aussi des problèmes avec ça, dans les 2 cas, ils le savaient, c'était des gens qui avaient implémenté leur propre primitive de synchronisation en mémoire, qui avaient implémenté des locks. Et donc, quand ils sont tombés sur le bug, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Pour tous les autres, si vous utilisez des primitives qui viennent de la libc ou qui viennent de votre langage, vous ne vous en apercevrez jamais. La case suivante, à laquelle on ne pense pas toujours, c'est les workloads qui tournent sous Windows et qui utilisent le langage .NET, et particulièrement .NET Core. .NET Core fonctionne extrêmement bien sous Linux. Et d'ailleurs, on a une practice et un framework qui permet de migrer ces applications de Windows vers Linux. L'étape suivante de ce processus de migration, alors le processus de migration, il est intéressant parce que ça vous permet d'utiliser des instances
sur lesquels vous n'avez pas le surcoût de la licence Windows. Et la case suivante, c'est une fois que vous avez migré sur x86, c'est de migrer sur ARM64. Vous avez économisé les coûts de licence Windows, et le coût suivant, vous économisez les 20% qui vous séparent entre les instances x86 et les instances ARM64. Et comme les gens de chez Microsoft sont extrêmement sympathiques, en plus, à chaque nouvelle version de .NET Core, ils nous ont amené un grand nombre d'optimisations pour ARM64, donc le framework .NET Core fonctionne de mieux en mieux sur ARM64. Et quelque part, je soupçonne que ce soit amené à durer, vu qu'il y a 2 semaines, nos amis de chez Microsoft nous ont annoncé qu'ils introduisaient dans Azure des instances en utilisant des processeurs ampérés à architecture ARM64, qui ont le bon goût d'avoir exactement la même architecture que les processeurs Graviton 2. C'est bien, ça confirme notre choix. Et d'autre part, je suis très content, parce que ça veut dire qu'on a une équipe de développement côté Microsoft qui, comme nous, va continuer à aider les projets open source à optimiser leur code pour l'architecture ARM64 et à avoir un écosystème à architecture ARM64 qui soit de plus en plus performant. Une partie qui n'est pas possible aujourd'hui, c'est de migrer les workloads qui utiliseraient Microsoft Windows Server. Il n'y a pas de version commercialement disponible de Microsoft Windows Server pour ARM64. On peut espérer que ça vienne un jour, mais aujourd'hui, c'est un choix probablement uniquement commercial qui est du côté de Microsoft. Si vous souhaitez migrer des workloads de x86 vers Graviton, on a édité un guide qui est disponible sur GitHub et qui couvre un certain nombre des sujets que j'ai abordés aujourd'hui, et également un grand nombre d'autres sujets tels que comment faire du profiling sur ARM64, quelles sont les versions des librairies qu'on vous recommande d'utiliser, quels sont les systèmes d'exploitation et leur version minimum pour tirer les meilleures performances sur Graviton, quels sont par exemple les vendeurs de logiciels qui ont porté leur code, et ils sont de plus en plus nombreux à avoir porté leur code sur Graviton. N'hésitez pas à indiquer à vos équipes de développement que ce guide est disponible. Ça serait dommage qu'ils fassent des tests et qu'ils ignorent que la documentation était déjà présente. Une petite démo. Alors, je vous avais fait un petit cours d'historique juste avant. Donc, pour la démo, j'ai choisi également de faire de l'histoire. Et j'ai choisi de vous faire un comparatif de performance entre nos 3 instances à base de processeurs Graviton. Donc l'écran le plus à gauche de ce qui est affiché, c'est une instance A1, donc avec la première génération de processeurs Graviton, de taille 2XL, donc une instance avec 8 vCPU. Celle qui est au milieu, c'est la 2e génération d'instances Graviton, un C6G, encore un 2XL, pour avoir le même nombre de vCPU. Et celui que j'ai sur la droite, c'est la nouvelle version, celle qui est en preview, le Graviton 3, toujours dans la même taille. Le code que j'ai utilisé pour cette comparaison de performance, c'est X264, donc c'est un encodeur vidéo qui permet de convertir des vidéos au format H264. C'est intéressant comme test, même si évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce que je vous montre un benchmark ici qu'il y a un effet que sur votre application l'effet sera exactement le même. X264, il est intéressant parce que c'est un code qui est fortement vectorisé et donc qui est assez intense en termes d'utilisation du processeur. Et alors j'ai pris le même fichier, la même version d'X264 et la même version du système d'exploitation, et on va lancer l'ensemble des encodeurs. Alors je l'ai même fait à la main, donc on donne un petit avantage temporel au A1 et au C6G. Et vous allez voir que le Graviton 3 va un petit peu plus vite. Et par rapport au A1, le Graviton 3 va même beaucoup, beaucoup plus vite. Donc on sort sur le Graviton 3 un encodage à peu près une soixantaine de frames par seconde, à 45 sur Graviton 2, et on était à 20 sur la première génération. Donc on a multiplié la performance plus que par 2 entre la première et la seconde génération, et on a augmenté la performance de près de 40% entre la seconde et la troisième génération.
Et ce genre de delta de performance entre les générations, c'est ce qu'on souhaitait faire avec Graviton. C'est une des choses qu'on n'obtenait plus de nos autres vendeurs de processeurs. On continuera à introduire dans EC2 des instances à base de processeurs Intel et de processeurs AMD. C'est extrêmement important. Il y aura encore pendant des années des applications qui auront besoin de ces architectures-là. Mais clairement, avec Graviton, ce qu'on va essayer de vous apporter dans les années à venir, c'est à chaque nouvelle génération un niveau d'amélioration de performance similaire à ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui à la jonction entre Graviton 2 et Graviton 3. Alors, comment vous pouvez faire maintenant? Vous m'avez écouté pendant un relativement long moment et je vous en remercie. C'était tard, c'était gentil d'être resté. Vous aurez compris au travers de tout ce que je vous ai expliqué que adopter ce nouveau processeur, c'est pas très compliqué. Dans certains cas, c'est très simple. Dans tous les cas, ça devrait être moins cher. Dans tous les cas, ça devrait être plus performant. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. D'autre part, au début de la vie des processeurs Graviton, on nous disait parfois si j'utilise un processeur Graviton, ça veut dire que je suis coincé avec AWS. Ça tombe bien, nos concurrents commencent à faire la même chose que nous, donc non. L'architecture ARM64 est un standard. On a fait le choix de produire des processeurs qui utilisent ce standard et pas d'inventer notre nouvelle architecture. C'est un choix sur lequel on s'engage dans le futur. On continuera à respecter ce standard et on espère au maximum que le reste de l'écosystème de ce standard sera vibrant et continuera d'exister. Et donc, vous aurez des alternatives pour utiliser cette architecture ailleurs. Et si vous souhaitez de l'aide de la part de nos équipes pour effectuer vos migrations, n'hésitez pas. Vos account teams sont là pour vous aider. AWS est là pour vous aider. Si dans vos migrations, vous rencontrez des applications qui ne se comporteraient pas de manière aussi performante sur les processeurs Graviton que sur d'autres types de processeurs, dites-le nous. On a des équipes dont le rôle est de travailler sur les codes open source, dont le rôle est d'accompagner nos partenaires éditeurs de logiciels dans le portage sur Graviton, et donc on viendra les aider et on fera en sorte que ces applications se comportent de manière au moins équivalente, si ce n'est significativement plus performante, sur les architectures Graviton. Je vous remercie. Si vous avez des questions après la session, je serai à votre disposition dehors. Si vous souhaitez m'envoyer des questions par email, n'hésitez pas également. Et puis j'espère que vous avez bien profité de ce summit. Et puis j'espère également que vous adopterez les instances Graviton et nos hardware spécifiques. Merci beaucoup et n'oubliez pas le sondage.